Donc, on va parler aujourd'hui de l'urgence en diabétologie et le besoin d'insuline. Il faut qu'on dise que le début de l'histoire est bien connu, a commencé dans notre région il y a 1500 ans avec les Égyptiens. Pendant 3500 années d'évolution avec toutes les civilisations humaines, on n'a pas pu résoudre jusqu'à aujourd'hui le problème du diabète. Mais l'histoire récente et moderne du diabète, on sait bien, commence avec la découverte de l'insuline en 1920 par Banting. Voilà l'homme et la maison où il vivait. C'était un médecin chirurgien qui se penchait sur le travail et qui a découvert en temps record l'insuline, comme on sait. Depuis, Jean Thompson étant le premier enfant à être sauvé vraiment par cette insuline. On voit bien comment il était, comment il s'est amélioré et comment par la suite il est devenu un homme qu'il a pu vivre. C'est l'histoire vraiment, c'est le miracle de l'insuline qui a commencé. Depuis, on sait bien, je ne vais pas aller en détail, vous avez dû en parler, l'insuline a eu plusieurs générations. La première génération qu'on a vécue pendant 40 ans d'expérience, l'insuline porcine, mais aussi bovine, avec beaucoup de, disons, non purifiés, puis monopiques purifiés, humaines, analogues, très rapides, ultra rapides. Et ça a permis à des millions de patients, type 1 particulièrement, mais surtout type 2 aussi, d'être sauvés et équilibrés, avoir moins de complications grâce à cette découverte. On y arrive maintenant avec des pompes à insuline assez performantes, avec des closed loop, mais aussi ce qu'on appelle boucle fermée et bientôt disons, le pancréas artificiel. Donc, ça a permis une évolution énorme qui a beaucoup changé le destin et les complications de patients diabétiques. Mais malgré cela, il reste dans le monde beaucoup de gens qui ont besoin de l'insuline, car la disponibilité et l'affordabilité de l'insuline dans le monde n'est pas à 100%. Regardez, elle est de 55 à 80% dans différents pays. Cette étude concernant 13 pays le montre. Et surtout, c'est l'insuline courte durée qui est utilisée à 80%. Les lents sont moins disponibles. Les analogues, moins disponibles parce qu'ils sont plus chers et sont moins distribués par le secteur public. Mais il faut savoir que le coût de l'insuline est très variable d'un pays à l'autre, selon qu'il soit importé ou fabriqué, des génériques fabriqués localement. De 5 à 3 dollars, ce qui est très coûteux pour les pays en voie de développement, comme les nôtres dans notre région. Mais néanmoins, quand même, malgré ces bénéfices qu'on a eus, il reste beaucoup de progrès à faire en ce qui concerne l'accessibilité à l'insuline, qui doit être produite localement, et surtout promouvoir l'utilisation de l'insuline humaine qui est moins chère, plus abordable, plus que les analogues qui restent des fois 5 fois, voire 10 fois plus cher que l'insuline humaine produite localement. Heureusement, et grâce à un développement technique important, l'insuline n'est plus aujourd'hui, si vous voulez, produite par 2 ou 3 compagnies qui, à l'époque, il y a quelques années, avaient le monopole de la production et il n'y avait pas de générique. Maintenant, on peut en avoir beaucoup plus produits par différents pays, beaucoup moins cher, plus abordable. Ça, c'est le problème. Mais aussi, il faut dire que les gens qui sont touchés par le manque de l'insuline, ce sont les gens à bas, au moyen revenu. Regardez ces images en Inde, en Égypte, partout dans le monde. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter cette insuline, de l'avoir parce qu'elle n'est pas distribuée gratuitement. Donc, il reste toujours un problème de disponibilité de l'insuline pour sauver ces patients. Probablement le type 1, ils arrivent à en trouver, type 2, moins quand même. Mais ceci aussi dans des situations de catastrophe, par exemple avec le tsunami, avec ce qu'on voit ici, le tremblement de terre au Pakistan, ici au Japon, mais aussi dans les pays en voie de développement, où il y a beaucoup de catastrophes. En plus des catastrophes naturelles, inondations, tsunamis, ouragans, tremblements de terre, nous avons ce qu'on a des catastrophes produites par l'homme même, comme le terrorisme et le conflit et guerre. Et malheureusement, ça vous le savez,
que notre région a au moins 7 conflits qui sont actuellement, si vous voulez, en cours. On voit les 7 régions. Moi, personnellement, je viens de la Syrie, mon pays. Et à cause de ces conflits, j'étais obligé de laisser mon pays, moi, comme d'autres millions qui étaient obligés de quitter. Et certains n'ont pas eu la chance que j'ai eue de pouvoir ni en France travailler. Les autres sont soit dans des camps de réfugiés, soit dispersés partout en Europe ou dans le monde entier. Il y a d'autres conflits, comme le Yémen actuellement, qui sont considérés un des pires choses qu'on peut avoir, et il y a des gens qui souffrent. Il faut dire qu'on a essayé beaucoup d'aider nos amis au Yémen, leur envoyer de l'insuline, mais le logistique est tellement difficile dans ces circonstances qu'il n'est pas possible de faire ce qu'on veut. Voilà ce que ça ressemble une vie dans des camps de réfugiés. Et parmi ces réfugiés, il y a 5 à 10% des gens qui sont diabétiques, qui ont besoin de soins, de traitements médicaux, traitement oral, de l'insuline. En fait, ce n'est pas si facile de faire tout ça. Regardez actuellement quelques réalités sur le diabète. On sait que le diabète est une endémie importante avec beaucoup d'atteintes, mais il y a 30 millions de personnes en 2016 qui sont, si vous voulez, déplacées à cause de conflits. Il y a 66 millions donc à cause de guerre, mais il y a au moins 1 million disons, de réfugiés avec du diabète dans le monde. Beaucoup parmi eux sont à la recherche de traitements, de soins et de l'insuline. En fait, les réfugiés ont besoin de beaucoup de choses. L'accueil, ils vivent avec un traumatisme, ils ont des revenus très limités ou pas. L'accès aux soins n'est pas toujours facile. C'est pour ça que nous avons essayé de trouver le moyen de résoudre ce problème. Et sur le plan du diabète, ils ont besoin surtout d'insuline, d'autres médicaments, surveillance glycémique, d'apport alimentaire, d'activité physique et soigner les autres morbidités comme l'hypertension et la dyslipidémie. Donc, c'est un problème compliqué quand on a le diabète, que ce soit type 1 ou type 2, et on a une situation d'urgence, que ce soit qu'on n'a pas le moyen de payer l'insuline avec de l'eau revenue, ou de vivant dans des bidonvilles, des endroits, l'accès au centre médical est difficile, ou alors on est devenu réfugié à cause du conflit ou des catastrophes. Mais néanmoins, quand même, nous avons monté dans notre région, la région IDF, un programme en 2016. Ce programme a permis de faire quelque chose, d'envoyer de l'insuline avec quelques glucométeurs, de faire une formation de médecins, d'ouvrir des centres médicaux pour des soins gratuits et surtout essayer d'éduquer même les diabétiques dans les camps. Et ça a été une expérience assez enrichissante et bénéfique pour nos patients. Avec 9 centres qu'on a ouverts au Liban, consultation gratuite, examen biologique, hémoglobine glyquée, bilan de diabète, médicaments gratuits, éducation, vecteur de glycémie, qui a concerné chez 4000 patients. Malheureusement, ce programme a été arrêté en début 2020 à cause de Covid d'un côté, mais surtout manque, absence de soutien financier par nos partenaires. Voilà ce qu'on a fait. Ici, c'est l'ancien président de l'IDF qui a visité les camps et a vu l'activité. Là, on donnait des campagnes de distribution de l'insuline avec nos collègues de la Société libanaise de diabétologie. Particulièrement, je remercie le Dr Mohamed Sandi, qui était un des pionniers qui a nous aidé sur le travail. Sans ce travail, notre activité n'était pas possible. Mais néanmoins, quand même, nous avons fait demander et envoyer de l'insuline par Life for a Child, Insulin for Life et d'autres supports qui est venu de SAMS, qui est Syrian American Diabetes Society, mais aussi de le Qatar Crescent, Red Crescent, et aussi la Fondation internationale pour le diabète, qui a permis de monter ce programme, mais ce support a été stoppé. Mais aussi à l'IDF. Quand j'étais donc membre du conseil de l'IDF, on a monté ce qu'on appelle un programme No One Should Be Left Behind. Nous avons essayé de nous centraliser sur ce point, comment aider les gens qui sont en situation humaine difficile, critique, pour essayer de leur trouver le moyen de trouver de l'insuline.
Et en particulier, ce programme a permis de mettre une espèce de plan ou de guidelines pour suivre ces gens. Encore, ce programme a besoin de plus de support pour essayer de disséminer et l'implanter dans différentes régions. Aujourd'hui, notre programme est donc terminé à cause de Covid, de problèmes financiers qu'on a eus. Mais je vais finir ma présentation avec l'histoire d'une patiente, une de mes patientes qui vivait à l'Égypte et qui était obligée d'aller en Égypte. Et en Égypte, elle a voulu traverser le Méditerranée comme beaucoup d'autres réfugiés pour aller avec sa famille en Europe. Quand elle est montée, cette patiente avec type 1, diabète type 1 dans le bateau, les trafiqueurs, ils ont trouvé qu'elle portait insuline à insuline, deux glucométeurs, des choses comme ça. Ils ont cru que c'était un GPS, que la police pouvait les suivre. Ils ont jeté l'insuline et le glucométeur dans la mer. Et comment ils ont traîné plusieurs jours pour traverser la mer, cette patiente a eu une kétoacidose, elle est décédée. Et malheureusement, cette histoire finit par que ses parents étaient obligés de jeter à la mer. L'histoire de RAD, ce n'est qu'une histoire parmi d'autres, de beaucoup de patients qui souffrent avec leur diabète dans des conditions normales. Mais ces souffrances deviennent vraiment catastrophiques et pénibles. Et ces patients ont besoin de notre aide aujourd'hui plus que jamais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'affaires en ce qui concerne aider ces patients diabétiques pour essayer de leur donner, trouver de l'insuline qu'ils en ont besoin. Merci pour votre écoute.